Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi, c'est notre émission Territoire d'info et le journal des territoires avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Donc 3 parties dans cette émission, dans un instant le JT que je vous présente, puis Territoire d'info avec l'invité politique ce matin, c'est Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il sera sur ce plateau. Et ensuite à 8h30, eh bien, ce sera l'actualité parlementaire et politique pour conclure. Voilà, tout de suite, c'est le JT des territoires. En ce lundi matin, nous faisons le bilan de l'acte 5 des Gilets jaunes. Nouveau week-end de manifestations, une mobilisation moins importante à travers la France. À Bordeaux, vous le voyez, des heurts sporadiques ont opposé les forces de l'ordre à des manifestants, sans atteindre pour autant les violences survenues lors des précédentes protestations. 4 barrières de péage du Sud situées à Narbonne, Perpignan, dans l'Hérault et dans le Vaucluse ont à nouveau été touchées par des incendies et des dégradations volontaires dans la nuit de vendredi à samedi, en marge du mouvement. Vous voyez ici les images de Narbonne envoyé par notre partenaire, le quotidien régional L'Indépendant de Perpignan. Pour les commerces, le bilan des manifestations est lourd. Dans cette période stratégique avant Noël, les collectivités ont donc décidé de voler au secours des commerces de centre-ville. Stationnement et transports en commun gratuits ont été adoptés par les villes pour rendre les centres plus attractifs. Explication en Bretagne de notre partenaire, la chaîne TVO du groupe Le Télégramme. Moins 30, moins 40, voire moins 70%, ce ne sont pas les soldes, mais les baisses de chiffre d'affaires enregistrées dans les commerces depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Les collectivités, soucieuses de préserver cette activité de centre-ville, jouent les Pères Noël dans cette période stratégique. À Quimper, le stationnement est désormais gratuit tous les après-midi jusqu'au 24 décembre, une mesure réclamée de longue date par les commerçants. La période avant Noël, le mois de décembre, c'est une période cruciale pour beaucoup de commerçants à Quimper, donc, qui peuvent faire jusqu'à 60 ou 70% de leur chiffre d'affaires durant le mois de décembre. Donc effectivement, il faut qu'il y ait des acheteurs, il faut que le chaland soit là, il faut que les gens se réapproprient le centre-ville. Les commerçants quimpérois espèrent beaucoup aussi des retombées des animations comme les illuminations sur la cathédrale. À Brest, la métropole n'a pas accordé la gratuité totale des parkings pour une raison simple. Parce que celui-ci favorise à nos yeux la mise en place de voitures ventouses qui ne bougent pas toute la journée, alors que notre objectif c'est de faciliter la fluidité des véhicules. En revanche, la collectivité brestoise a accordé la gratuité partielle des transports publics sur les week-ends qui précèdent Noël. Le message que l'on a souhaité porter, c'est un message d'optimisme, qui est de dire aux habitants du pays de Brest, venez à Brest, même s'il y a effectivement quelques difficultés, vous pourrez très utilement y faire vos courses. Désormais, les commerçants espèrent que les 10 derniers jours avant Noël compenseront une partie des pertes de ces dernières semaines, mais dans le même temps, les achats sur Internet progressent de 15% par rapport à Noël dernier. Et les agriculteurs aussi font entendre leur voix. À l'appel de la FDSEA, des agriculteurs du Pas-de-Calais se sont mobilisés. Leur revendication, protester contre la loi alimentation, de meilleurs revenus et dire halte au matraquage de l'agriculture. Un reportage de Caroline Fichten pour WEO TV dans le Nord. Sur la place de Dèvres, devant la permanence de la députée La République En Marche, Brigitte Bourguignon, 35 tracteurs et entre 80 et 100 agriculteurs. Des agriculteurs du secteur mobilisés contre notamment l'augmentation d'une taxe sur l'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, en Hauts-de-France, c'est 15 millions d'euros de hausse. Donc 15 millions d'euros qu'on va prendre aux agriculteurs. Donc ça, on n'a pas la capacité financière déjà de les payer. On est matraqué de toutes parts par des taxes. Alors, on nous prend un peu pour des lapins de 6 semaines puisqu'on nous dit sans arrêt qu'il n'y a pas de taxes nouvelles. Sauf qu'ils augmentent les taxes qui sont en place. Donc ça, on veut le dénoncer. Parmi les autres revendications, la demande de signature d'ordonnances relatives à la loi alimentation pour que les agriculteurs soient mieux rémunérés.
Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, on voudrait que le prix parte de l'agriculteur et qu'on arrive à un prix final en rayon. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est les grandes surfaces qui font leur prix et on donne bien à l'agriculteur ce qu'il veut bien, ce qui reste, quoi. Donc l'agriculteur variable d'ajustement des prix en rayon, c'est plus possible, quoi. Allez, go! Reçue par la députée, la délégation d'agriculteurs a appris que 2 des 3 ordonnances avaient été signées. Un début de satisfaction donc, mais la FDSEA n'exclut pas de nouvelles mobilisations si leurs autres revendications ne sont pas entendues. Une page transition énergétique dans ce journal maintenant. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez bénéficier gratuitement de certains travaux de rénovation énergétique pour votre domicile. L'association Les Avertis, née à Nancy, accompagne et informe les particuliers. Le but est de faire économiser plusieurs centaines d'euros. Un reportage de Gaël Tiss de Via Mirabel, notre partenaire. Il y a quelques semaines à peine, Michael prenait contact avec l'association Les Avertis pour réaliser des travaux d'isolation dans sa nouvelle maison. Aujourd'hui, combles et planchers bas sont isolés sans qu'il n'ait eu à avancer d'argent. Sous la toiture, c'est une laine de verre qui est soufflée sur 33 cm d'épaisseur, de quoi faire de sérieuses économies d'énergie. On peut estimer à peu près à 30% de déperdition par le toit et à peu près entre 10 et 15% par tout ce qui est plancher bas. On peut estimer entre 20 et 30% le gain d'argent sur les factures énergétiques. Depuis 2006, la loi de transition énergétique permet aux particuliers, en fonction de leur revenu fiscal, de bénéficier d'aides financières via les certificats d'économie d'énergie. C'est ainsi que Michael a bénéficié de 4 000 € de primes, de quoi financer entièrement ses travaux. On estime à peu près à 50% des personnes qui n'auraient pas encore sollicité malgré un besoin identifié. Et parmi les 50% qui réaliseraient des travaux, il y en a encore la moitié qui ne solliciteraient pas toutes les aides. Il faut dire que la multiplicité des manières d'obtenir ces aides, mais aussi la récupération du dispositif par des entreprises peu scrupuleuses, décourage parfois les usagers. C'est face à ce constat que l'association Les Avertis s'est créée il y a 1 an. Du coup, l'intérêt de l'association, il est effectivement de pouvoir diriger vers des entreprises sérieuses et compétentes, mais aussi d'informer. C'est vrai qu'il existe une réponse à chaque besoin et à chaque segment de ménage, et en fonction, il faut savoir s'y retrouver. Voilà. En quelques clics sur son site internet, l'association accompagne les usagers étape par étape dans leur démarche. En 1 an, 400 personnes l'ont sollicité. La moitié a été jusqu'au bout du dispositif. Une jolie initiative dans ce journal maintenant. Les enfants en route pour le bloc opératoire. Fini les brancards, place aux petites voitures électriques à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon. Les enfants âgés de 1 à 8 ans peuvent désormais piloter la voiture de leur choix pour se rendre au bloc opératoire. Une initiative qui fait l'unanimité chez les principaux intéressés, mais aussi les parents et l'équipe médicale. C'est un reportage de Var Azur TV, notre partenaire. Fini les brancards, place aux petites voitures électriques à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon. Les enfants âgés de 1 à 8 ans peuvent désormais piloter la voiture de leur choix pour se rendre au bloc opératoire. Théa a 4 ans, pour lui, ça sera le gros 4x4. Je te laisse faire. Mais gare à l'accident. Au total, 6 voiturettes ont été acquises grâce à l'association Attrape-Rêve, le BDE de la Croix-Rouge de Lyon, la compagnie maritime TLV, Alliance Majeure ou encore Sécurité France qui ont participé au projet. Des petits véhicules qui vont permettre de diminuer le stress chez les jeunes patients. Le but tout simplement c'est de permettre aux enfants d'aller au bloc opératoire en ayant un effet anxiolytique, en les détendant, les déstressant, eux et leurs parents. Donc on avait mis en place ce système qui a été déjà mis en place dans différents hôpitaux de France. Donc ça leur permet d'aller au bloc opératoire de manière ludique, en jouant avec la voiture. Et ça permet d'éviter toute prémédication médicamenteuse. L'utilisation de ces petites voitures électriques permet également d'optimiser le réveil et le retour à domicile de l'enfant. Un enfant rassuré, ce sont aussi des parents apaisés. De déstresser un maximum. Bon, il y a toujours ces petites appréhensions par rapport à l'opération, mais ça fait du bien de le voir comme ça. Là, il n'a pas la pression d'aller au bloc, il a plus l'impression d'aller jouer. Donc, du coup, l'angoisse qu'il a quand on était dans la chambre, quand il est monté dans la voiture, c'est parti. Une démarche qui fait l'unanimité dans le service puisque aucun parent ou enfant n'a refusé l'utilisation de ces bolides électriques.
3 mois après leur arrivée dans les couloirs de l'hôpital. Unanimité bienvenue, joli sujet. Dans un instant, c'est les unes de la presse quotidienne régionale. Je rappelle l'invité politique tout à l'heure. C'est Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui sera sur ce plateau en direct. Tout de suite, c'est les titres de la presse quotidienne régionale, dans un instant. Bonjour Saveria, et ce sera également le thème du Club de la Presse avec Guillaume Doyen et Jean-François Beige. On commence avec l'interview d'Édouard Philippe dans Les Échos ce matin. Nous n'avons pas assez écouté les Français. Édouard Philippe qui reconnaît des erreurs dans une interview publiée ce matin. Il détaille aussi les mesures annoncées par Emmanuel Macron en réponse à la crise des Gilets jaunes. Les 100 € nets mensuels pour les salariés touchant le SMIC passeront bien par une hausse de la prime d'activité. Elle sera versée dès le 5 février. Et puis enfin, le déficit public sera bien de 3,2% du PIB en 2019. Voilà, la casse du siècle à la une de la Provence, Saveria. La casse du siècle, c'est la casse des radars, des centaines de radars vandalisés et brûlés. Au total, la moitié des radars automatiques installés en France auraient été détruits, 250 détruits, 1500 autres vandalisés. La région PACA est particulièrement touchée après ces destructions. 2 inconnus. Le coût des réparations, il sera astronomique, mais aussi la question de la sécurité routière, alors que les vacances approchent. La facture se chiffre déjà en millions d'euros. À cela s'ajoute un important manque à gagner pour l'État généré par la chute du nombre de flashs. Une semaine décisive qui commence pour les commerces et c'est à la une du Courrier de l'Ouest ce matin. Le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact important, bien sûr, sur l'activité du commerce, des commerçants. Quel est le manque à gagner? Vont-ils pouvoir rattraper ce manque à gagner? Tout se joue cette semaine. Pour les petits commerces, on estime la baisse du chiffre d'affaires entre 40 et 70% selon les corporations. Ce sont en tout cas les chiffres de Francis Palombi, qui est le président de la Confédération des commerçants de France. L'impact global sur l'économie n'a pas encore été chiffré. Il pourrait coûter jusqu'à 0,1 point de croissance selon Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Et on n'oublie pas, bien sûr, c'est à la une de la version numérique des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. C'est l'hommage à Strasbourg. Voilà, à lire dans la version numérique des dernières nouvelles d'Alsace, la résilience collective à Strasbourg, avec ces images d'un hommage en mémoire des victimes. C'était hier, place Kléber à Strasbourg. 1500 personnes se sont recueillies avec une émouvante minute de bruit. Une 5e personne a succombé à ses blessures hier soir. Le maire de la ville, Roland Ries, était présent. Il a pris la parole, il a déclaré la présence samedi d'une foule extrêmement nombreuse dans les allées du marché de Noël a constitué une illustration de notre attachement à ce socle de valeurs sur lequel repose notre vivre ensemble que nous continuerons à défendre contre tous ceux qui veulent l'attaquer. Et puis la Bretagne réunie à la une de Presse Océan ce matin. C'est un des journaux du groupe Ouest France. Les départements votent ce matin le rattachement ou pas de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Les élus de Loire-Atlantique, rattachés au Pays de la Loire depuis 1956, vont se prononcer aujourd'hui sur un retour ou non dans le giron administratif breton. Ils pourraient aussi décider d'un référendum. Merci Saveria. On vous retrouve en 3e partie de notre émission pour l'actualité parlementaire. Tout de suite, c'est le Club de la Presse dans un instant. Bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes et le Courrier des maires. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et bonjour Jean-François Beige, vous dirigez le Courrier du Parlement. Messieurs, ensemble, nous allons examiner référendum d'initiative citoyenne, date de la hausse du SMIC, les annonces d'Édouard Philippe hier au soir. On va démarrer avec vous, Jean-François Beige, un Premier ministre, comment dirais-je, qui mange son chapeau finalement. C'est-à-dire qu'il est, il est dans la mission de raccommoder le tissu social et ça suppose une part d'humilité, évidemment. C'est un humble travail, c'est un travail de couturière. Il faut faire en sorte que les gens aient encore envie de vivre ensemble. Ça fait partie, c'est ça. Derrière toutes les questions comptables, les annonces financières chiffrées, il y a la question du vivre ensemble, du vivre en société. Est-ce que la France a encore une société? Et ça suppose tout de même de descendre de son piédestal. Et je pense qu'Édouard Philippe donne l'impression de vouloir le faire. Alors, la hausse du SMIC sera-t-elle réellement une hausse du SMIC, Guillaume Doyen? Non, Je pose la question en connaissant la réponse. On a déjà la réponse. Elle n'est pas
elle n'est pas secrète, c'est une hausse de la prime d'activité, laquelle prime d'activité est versée en fonction des revenus du foyer en réalité. Donc, mais ça va concerner quand même beaucoup plus de monde. Oui, alors il faut quand même dire que c'est bien 100 € qui s'ajoutent selon le Matignon à la hausse due à la baisse, c'est compliqué, à la hausse due à la baisse de des cotisations. Donc, nombre de foyers éligibles qui passera de 3,8 millions à 5 millions. Donc il y a quand même un effort réel. Ça devrait tomber sur les comptes en banque des Français début février. Très vite, le 5. Oui, alors c'est compliqué à mettre en route ça aussi. Hein. Les caisses, oui, il faut que les caisses d'allocation familiale puissent le faire. C'est pas encore dire que les ordinateurs vont chauffer entre Noël et le 1er de l'an. C'est une extraordinaire complexité. Il faut absolument tout recalculer. Et être en mesure de tout verser. Donc on verra s'ils peuvent le faire. Non, c'est vrai que c'est pas une hausse du SMIC, c'est une revendication de certains, parmi les Gilets jaunes et aussi parmi les élus, puisque finalement ça ne va pas améliorer votre retraite ou vos droits au chômage si jamais vous avez la malchance de perdre votre emploi. Jean-François Beige, est-ce que là, sur cette mesure précise, on donne raison aux Gilets jaunes et aux manifestations de ces dernières semaines? Oui, c'est un correctif, mais en même temps, c'est une mesure de bon sens. C'était une ânerie, cette hausse brutale de la CSG sur les petites retraites. Enfin, c'est quelque chose qui était absurde et dangereux, socialement dangereux. Et franchement, la colère à ce sujet a été parfaitement justifiée. C'était quand même très dur pour des petits retraités de se voir retirer de l'argent comme ça au bénéfice, soi-disant, des solidarités avec les jeunes générations, alors même que la plupart des retraités aident les jeunes générations. Une partie des Gilets jaunes, d'ailleurs, au fond, va dans le sens du gouvernement, et une autre partie reste plus rétive, hein, Guillaume Doyen. Oui, ce qui s'est produit, c'est quand même un certain nombre ont pris acte des propositions du gouvernement, d'une certaine façon sont rentrés en négociation avec lui, si on peut dire. Ils sont même allés voir le Premier ministre. Oui, si on peut employer ce mot pour un mouvement qui n'a pas de chef. En revanche, les autres sont rabattus sur d'autres revendications que sont le référendum d'initiative citoyenne dont vous voulez peut-être parler. Oui, parfait, oui. Alors, ce référendum d'initiative citoyenne, au fond, c'est interroger les gens, le peuple, sur des tas de sujets sur lesquels on pouvait les interroger, mais c'était compliqué de les interroger, c'est ça ? C'est bien résumé. Et qui a l'initiative, comme son nom l'indique, c'est la base. Et ça n'existe pas en France. C'est pas la base qui décide quelle serait la nature d'un référendum. Ça changerait totalement, et c'est pour ça que le mouvement porte une revendication intéressante, c'est la notion de verticalité. Ça vient d'en haut, un référendum dans notre pays, et non pas d'en bas. Donc effectivement, c'est le prolongement plus politique, moins concret, moins financier des revendications portées au début, et qui évidemment quand même rate. Probablement, je ne crois pas que le même nombre de gilets jaunes y sont attachés. Jean-François Beige. Oui, je crois qu'il y a une tendance lourde depuis plusieurs années en faveur du référendum. On a déjà mis dans la dernière réforme de la Constitution, on a mis le référendum d'initiative parlementaire. Ouais. On s'aperçoit que ça n'a eu aucun succès. Donc c'est vrai que c'est pas un bon système. Il faut peut-être faire quelque chose de plus populaire et à condition de garder des garde-fous, que ce soit bien discuté, qu'il y ait une bonne pédagogie. Pourquoi pas ne pas le faire c'est un bon débat si les gens croient que c'est pour partout en France, oui, a dit le Premier ministre. Exactement. Ah. Mais si les gens croient que ça va être un bon système pour établir la peine de mort, pour stopper l'immigration et renvoyer le président de la République, ils se font beaucoup d'illusions. C'est pas possible, on peut pas gouverner un pays comme ça. Mais c'est vrai que ça peut rendre des services sur des sujets de société. Alors... Et c'est un système vers lequel on tend, un système moderne. Il y a quand même beaucoup de démocraties où ça a été mis en place et où ça fonctionne. Mais bien sûr. Je pense assez près de nous, aux Suisses, par exemple. Alors c'est un petit pays. Bien sûr, mais aux États-Unis, par exemple, ça existe aussi. On interroge les citoyens. Alors le problème, c'est qu'ils ne répondent pas toujours. Et l'abstention est souvent massive parce que les questions sont très nombreuses aussi. C'est le cas aux États-Unis avec les fameuses propositions. On dit toujours qu'au référendum, on ne répond pas à la question posée, mais on répond à la question de la personne qui la pose. On répond à la personne qui la pose. Et quand là, il n'y aura que le peuple pour poser la question ou une liste de citoyens, ben on verra peut-être que ça peut être l'avenir du référendum. Ça se produit quand l'offre politique est totalement
Voilà. Décalée en réalité, c'est qu'elle ne parvient plus à saisir ce qui se passe en bas, quelles sont les revendications d'en bas, quand elle formule des propositions qui ne concernent pas ses électeurs. Vous êtes un spécialiste. Oui, le bon côté de la crise des Gilets jaunes, ça peut être une repolitisation des Français. Il faut voir dans le bon sens, vous voulez dire. Oui, la bouteille à moitié vide ou la bouteille à moitié pleine. Voyons-la à moitié pleine. Faisons sorte de vœu. Et si discuter de référendum, si faire des réunions, faire des cahiers de doléances locaux, remettre en lice les élus locaux dans leur rôle, tout ça, ça peut être positif. Reste à savoir quelle campagne on va avoir autour des européennes. Voilà. Alors le Premier ministre demande aussi un effort aux plus grandes entreprises pour permettre de dégager au fond des recettes supplémentaires de l'ordre de 1,8 milliard, dit-il. Ça, c'est un vœu pieux, parce qu'on demande aux grandes entreprises, mais est-ce qu'elles feront, les grandes entreprises ? Il y a des entreprises qui sont très... On a vu ce matin les résultats, par exemple, des sociétés d'autoroutes, enfin les résultats. Elles ont perdu beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de sociétés qui sont très affectées par le mouvement. Ce n'est pas celles-là qui seront les plus enclines à vouloir donner de l'argent. Mais je pense que si, en contrepartie, c'est un jeu, c'est ça le gouvernement après tout. Hein. Il faut prendre d'une main, redonner de l'autre. Et je pense qu'un gouvernement techniquement au point doit arriver à discuter avec les entreprises sur ce plan. Les élus locaux, vous en êtes un spécialiste, Guillaume Doyen, ils vont avoir à organiser, par exemple, ce référendum d'initiative populaire, ils vont être très impliqués dedans, localement. Comment ça va se passer ? On ne sait pas encore. On ne sait pas s'il y aura un jour des référendums d'initiative citoyenne, quel sera leur périmètre, si ça se jouera au niveau national. Ce qui sera intéressant, c'est que ça puisse se jouer aussi sur les territoires, dans les régions, localement et qu'on puisse poser des questions, je dirais, beaucoup plus concrètes, au plus près du terrain. On a quand même une crise de la gouvernance locale actuellement, avec quand même des sujets qui sont très territoriaux. Si vous voulez, les Gilets jaunes, ce n'est pas des gens de n'importe où, ni de n'importe quel territoire, ni de n'importe quelle catégorie sociale. Alors, la question des impôts locaux. Alors, c'est intéressant, ça va arriver. Ça fait l'objet d'un papier dans vos publications. Sur le site web de la Gazette des Communes, où on a un club finance, dont nos spécialistes finance sont allés regarder. Un des 5 grands débats que veut Emmanuel Macron. Hein. C'est ça, il y aura la transition énergétique, la démocratie et les finances locales, les impôts et le service public. Tous. Ça nous concerne tous. Mais on n'est pas tous égaux devant l'impôt local non plus. Hein. Non, alors c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas tous égaux, mais cela dit, la Constitution précise bien que les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus. Donc jusque-là, c'est elles qui votent les taux, et c'est à peu près normal que ces taux varient d'un territoire à l'autre en fonction de ses besoins. Que les inégalités qui en résultent soient justes, c'est autre chose. Mais cela dit, c'est bien des conseils qui votent les taux. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire actuellement ? On en a repéré un certain nombre qui se méfient énormément des questions locales, de fiscalité, depuis que le mouvement des Gilets jaunes est apparu, sont extrêmement prudentes et ont renoncé à des hausses ou ont voté des baisses, ou ne souhaitent pas voter des taxes qu'ils auraient le droit de voter, notamment une taxe un peu technique, la taxe GEMAPI sur la prévention des inondations, qu'ils ont le droit de voter, si vous voulez, s'il y a des sommes importantes qu'il faut mettre en route pour prévenir les inondations, une compétence que l'État a transférée aux collectivités, et ça, ils hésitent à le voter. Alors, un certain nombre d'entre elles. Oui, alors Figeac, dans le Lot, on va prendre, moi je connais un peu le Lot, le conseil municipal réuni le 10 décembre a décidé que la hausse de 1,3% des redevances de l'eau et de l'assainissement inscrites au budget n'aurait pas lieu du tout, annulé. Voilà, ils veulent rendre du pouvoir d'achat aux Français. C'est pas mal. Ils n'ont pas attendu la crise des Gilets jaunes. Ils l'ont décidé alors qu'elle était en train de monter quand même. Ouais. Donc 10 décembre, la décision, mais ils disent en tout cas que ça avait été prévu avant. Ils le disent, on en prend acte, mais si vous voulez, là, vous voyez l'importance. On va voir maintenant ce qui va se jouer en 2018, en 2019, sur la fiscalité locale. Ouais. On n'a pas encore de bilan pour l'instant, mais c'est extrêmement intéressant de le voir. Comment ils vont gérer leur territoire ? Est-ce qu'ils vont faire attention à ça ? Et derrière ça, il y a quand même la question de qu'est-ce qu'ils offrent aux citoyens ? Si on dépense moins, logiquement, on peut offrir un peu moins et éventuellement on peut moins investir. Il y a un rapport de qualité-prix du service public, c'est-à-dire que les gens ont souvent le sentiment de payer trop cher
pour le service qu'on leur rend dans des communes en voie de désertification. Mais ce qui est intéressant, c'est que s'il y a, sinon des états généraux de la fiscalité, tout au moins des grands carrefours de discussion autour de la fiscalité, c'est qu'on intègre aussi bien la fiscalité au plus haut niveau, c'est-à-dire l'harmonisation européenne, et la fiscalité locale. Il faut aller des deux bouts du spectre, parce que le contribuable, il paye pour tout le monde. Il paye tout, et c'est ça qu'il faut faire. Si on a des états généraux de la fiscalité ou des discussions sur la fiscalité, il ne faut surtout pas oublier la fiscalité locale, parce que c'est une des dépenses les plus immédiates pour les Français. Merci Jean-François Beige, merci Guillaume Doyen, vous restez avec nous, vous serez présent pour le débrief de l'actualité. On reviendra d'ailleurs sur le référendum d'initiative citoyenne après l'interview de Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On reviendra sur ces questions. Et Guillaume Doyen, je signale comment le mouvement des Gilets jaunes influence les finances locales. C'est le site internet de la Gazette des communes que vous dirigez. Tout de suite, on va passer, messieurs, on la regarde ensemble, à la météo des territoires. C'est le temps qu'il fait en France, mais également dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes, sur le canal 13 de la TNT. C'est une exclusivité, une habitude. Et vous allez voir, ça remonte les moyennes. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans un instant, c'est Gilles Legendre, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui est notre invité politique. Dans un instant, c'est tout ce que vous devez retenir de l'actualité, l'essentiel avec TV5 Monde de ce qui se passe dans le monde, avec pour commencer la fin de la COP24 à Katowice en Pologne, avec les associations qui alarment. Ce qui a été acté n'est pas assez en matière de lutte contre le réchauffement climatique. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Un accord pourtant bien loin des ambitions affichées au début de ce sommet. Pas de réels nouveaux engagements concrets de la part des États. Aucun effort supplémentaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça pour ça, disent les ONG environnementales qui tirent la sonnette d'alarme. Je pense que les gouvernements du monde entier ont oublié les pays et les populations les plus vulnérables. Nous avons vraiment besoin de beaucoup plus d'ambition, qu'ils nous montrent qu'ils ont compris, qu'ils sont prêts à rentrer chez eux et à faire plus pour contrer le réchauffement climatique. Normalement, c'est par là, par la ville portuaire d'Hodeïda que transitent les importations alimentaires et l'aide internationale destinée au Yémen. Une mission impossible, bien évidemment, au milieu de ces combats. Ils ont repris dès vendredi soir dans le port stratégique de l'ouest yéménite, alors que jeudi en Suède, les deux camps, Houthis et forces pro-gouvernementales, sous l'égide de l'ONU, ont conclu une trêve sur Hodeïda. Tous unis, au son du reggae, contre la politique anti-immigration du gouvernement italien, toujours plus intransigeante. Mais la foule n'était pas au rendez-vous comme espéré. Quelques centaines de personnes seulement, certaines vêtues d'un gilet jaune en soutien au mouvement français, ont répondu à l'appel d'associations antiracistes. Nous sommes sortis aujourd'hui pour manifester, pour montrer notre douleur, pour montrer à Salvini et ses gouvernements que nous sommes tous égaux ici. Parce qu'on n'est pas venu ici pour voler, ni pour faire des autres choses. Nous sommes venus pour chercher
pour aider nos parents qui sont en train de souffrir dans notre pays. Après avoir occupé plusieurs ponts symboliques de la capitale, 2 à 3 000 manifestants ont gagné le Parlement. Sous ces fenêtres, cris, sifflets et slogans anti-Viktor Orban ont résonné plusieurs heures jusque dans l'hémicycle. Mais derrière la façade, le pouvoir hongrois s'inquiète. Fait rare, dehors, la gauche et l'extrême droite sont parvenus à mobiliser contre lui. Quant à l'apparition de la chasuble jaune dans les manifestations, elle augure peut-être d'une contestation plus large. Pourquoi est-ce qu'en France, les gens sont dans la rue tous les jours pour tout, alors qu'en Hongrie, les choses doivent se reproduire plusieurs fois pour faire venir les gens dans la rue? Regardez autour de vous, on dirait que c'est génial de manifester. Mais en fait, nous ne sommes qu'un millier.